Salut l'équipe, l'une des choses les plus dures dans la vie, c'est d'être crédible. Moi qui déboule au casting de The Voice pour réaliser mon rêve, pas crédible. Thomas qui commande une côte de bœuf pour deux en solo, crédible. Le PSG qui gagne un grand match de Ligue des Champions à l'extérieur, malheureusement, désormais crédible. Et les Cavs alors cette saison, crédible ou pas pour le titre ? Nous sommes à la mi-mars et la surprise Cleveland n'en est plus vraiment une. Meilleur bilan de la Ligue, sur des bases d'une saison all-time, les Cavs ne sont clairement pas qu'un physique. Équipestre comme un commando, Kenny Atkinson et ses joueurs font mentir les pronos comme un ministre dans l'hémicycle. À ce jeu-là, les ministres n'ont aucune limite, reste à voir jusqu'où les bobards des Cavs peuvent aller. Après, entre nous, dire que les Cavs vont être champions NBA serait aussi fou que d'imaginer Lewis Hamilton conduire une Dacia sans option. Mais allez voir enchaîner les séries de victoires, je me dis que nos amis de l'Ohio se sont offert le droit d'aller sur la Lune rejoindre le penalty de Vinicius. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Shai ou Jokic? Jokic ou Shai? Ça sera le choix cornélien qu'on essaiera de trouver dans cette émission aujourd'hui. Moi l'avantage c'est qu'entre Thomas Dufan et Thomas Laroukis, je n'ai pas à choisir. Les deux sont dans mon canapé préféré. Comment ça va les garçons? Ça va super, je suis ravi d'être là. En plus on se pose des questions pré-enregistrement qui me paraissent tout à fait idoines pour un débat du first des shows un jour. C'est vrai, voilà. On pourrait faire un jour un first des shows sûr parce qu'on vous cache rien évidemment de ce qui se passe avant l'émission. On s'est posé la question, est-ce que je ne serais pas le Erwan le plus connu de France? Question mégalo, oui, mais question à se poser. Non, mais surtout que derrière Tom, tu as fait une remarque tout à fait juste. Tu as dit, mais si tu es le Erwan le plus connu de France, tu es forcément le Erwan le plus connu du monde. Parce qu'il n'y a pas beaucoup... On peut aller plus loin, de l'univers. De l'univers, voilà. Dites tout dans les commentaires, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un first show. Comment ça va, la Rookis? Oh, ok, écoute, au top. Hein, bah, elle va bien réveillée. Quand j'ai su que tu m'as appelé pour ce débat là, j'en ai pas trop dormi depuis. Écoute, j'espère qu'on va trouver des solutions. Mais c'est compliqué. T'as raison, parce que tu me disais, je fais alors, t'es plus Jokic ou Shai? Tu me fais, ça change tous les jours, voire toutes les demi-journées. Moi, j'attends vos arguments en tout cas pour t'inquiète pas. C'est le juge en fait, le mec. Il a pas compris son rôle dans l'émission en fait. Tu veux qu'on change? En tout cas, j'espère que tu pourras nous aiguiller. On a besoin aussi de tes lumières, d'anciens pros, on le rappelle, Thomas Laroukis, belle carrière de National 3. Aussi, entre autres. Il a failli dire un truc positif. Ouais, il a failli, j'ai cru. Tu sais ce que je pense de ta carrière et elle est très jolie. J'aurais aimé avoir le quart de ta carrière. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. En plus, c'est les annonces avant qu'on aille dans le sommaire de l'émission. Vous savez, le Big Monday tous les lundis après la libre antenne de 20h à 22h. On vous propose le NBA Classic Game. Cette année, on va en 2015. Un match. Hein? Cette semaine, on va en 2015, un match entre les Cleveland Cavaliers qui se déplacent chez les San Antonio Spurs et un homme va éclairer ce match de toute sa classe. C'est le numéro 2 à gauche, c'est Kyrie Irving. Thomas dans un finish, on s'en souvient, fantastique. Ouais, un record en carrière à l'époque. Et puis surtout, c'est l'occasion de revoir un Kawhi Leonard au top face à LeBron James. Donc, bien sûr, il y a Kyrie, mais c'est deux équipes qui sont amenées normalement à jouer des finales NBA. Bon, il y en a une qui ira et pas l'autre. Lundi, 22h, donc, dans le Big Monday de 22h à minuit avec le NBA Classic Game. Cette semaine, on a aussi enregistré le LNB DAZN Club et on s'est posé la question, pour le coup, elle est une question un peu fermée. Qui peut battre Monaco? Voilà. Bon courage. Allez voir quand même l'émission. Il y a aussi une palette sur Nolan Traoré notamment et un top 10 de haut niveau. Ouais, j'ai un peu... Nolan Traoré, notamment. Oui, oui, ok. C'est ça, une palette sur Nolan Traoré notamment. Et un top 10, le top 10 de... Très bien d'ailleurs, hein, de très bonne facture. Le championnat de France est très spectaculaire en ce moment. Ça met des sacrés faceos, hein. Oui. À retrouver sur DAZN, hein, toutes les semaines, évidemment. Le championnat de France, le sommaire de l'émission, des news comme d'habitude avec le retour de Rudy Gobert, un Zion Williamson en pleine bourre, et puis on reviendra sur la grosse affiche hier soir rapidement entre les Celtics qui recevaient OKC. On n'a pas été déçus encore, hein. Un bon petit match. Le débat, vous l'avez compris, ça sera sur Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander.
profondeur. Cette course au MVP, l'une des plus folles qu'on ait pu suivre de l'histoire. Et on finira avec une palette sur Alexar et le quiz que j'ai bien envie de prendre aujourd'hui. Ça fait longtemps. J'en ai marre de me faire chambrer par message. Ah, tu gagnes pas les quiz, la mémoire sélective. Ça va, les gars. On est prêts? Oui. Allez, tout de suite, les news. On commence avec une triste nouvelle qu'on a appris ce matin, c'est la disparition d'Oliver Miller, le pivot imposant, passé notamment par les Suns, on se souvient de lui, il était dans le roster de Phoenix quand ils ont affronté les Bulls de Jordan en 93, passé par la fac d'Arkansas, finaliste donc avec les Suns dès sa saison rookie, et on sait que c'est un garçon qui s'est battu contre son poids toute sa vie, j'allais dire sa carrière, mais toute sa vie, il est même monté à 150 kilos. Il y a eu cette déclaration terrible de Jerry West à l'époque, avant la draft. Ce garçon n'a pas sa place en NBA, des joueurs aussi gros et gras seraient une honte pour notre ligue. Toujours sympa, Jerry. Surtout Jerry West, en général, quand il a des choses à dire, il les dit, que ce soit positif ou négatif. Là, c'était très négatif. Mais c'est un joueur qui a marqué quand même les années 90, que tu as bien vécu. Et pour nos OG qui aiment la NBA depuis longtemps, il fait partie d'un super run un peu iconique, avec l'une des plus belles équipes d'attaque des années 90 autour de Charles Barkley. C'est quand même un duo d'intérieur en surpoids terrible entre Charles Barkley et Oliver Miller. La rumeur disait qu'ils l'ont pris pour que Charles Barkley se sente un peu moins gros. C'est quand même incroyable. Ah bah le coup, parce ça, que lui, ça lui a bien coup, réussi. Il finit MVP, il va en finale. Oui, non, mais parce qu'il était souvent rayé lui aussi pour son poids. Voilà, une carrière pas forcément à la hauteur de son talent, mais parce qu'il a été toujours très bon. On se souvient qu'il a joué lors de c'était aux Raptors. Ouais, et il fait, il fait sa meilleure saison après l'expansion. Bon contreur, bon passeur, des bonnes mains, exactement. Mais bon, quand t'es aussi gros que ça, c'est difficile de durer en NBA. Dernière anecdote, il a perdu 25 kilos en 2 semaines. Il était alité, ils l'ont mis à l'hôpital pendant la saison, hein, alité, et donc du coup il a perdu 25 kilos en 2 semaines. Voilà, peut-être que c'est une bonne idée, on peut peut-être imaginer faire la même chose, Erwan. Ah bah, pas moi, tu rigoles ou quoi? Pourquoi pas? Bah, attends, mais moi j'ai perdu du poids, j'ai pas besoin d'aller au lit, je vais à la salle voilà. tous les matins. Bah 25 kilos en 2 semaines, tu signes quand même. Wow, bah, si là je perds 25 kilos, je pense que je suis pas bien. Hein. Ouais, mais tu peux redunker quand même. Ouais, tu m'as fait kiffer, je vais me coucher du coup. Allez, je vais me coucher. Il est parti à 55 ans quand même, Oliver Miller, c'est très jeune évidemment. On enchaîne avec une autre news un peu plus gaie forcément, c'est Zion Williamson qui est en pleine bourre sur les 6 derniers matchs pépère. Il est en train de cartonner complètement, il a même réalisé ses 2 premiers triple-doubles en carrière, 25 points, 7 rebonds, 7,3 passes, 61% au tir, 1 contre Zion Williamson. On l'a déjà dit 15 fois, mais là, Thomas, on a l'impression... on est dans le thème, en fait. On a l'impression qu'il est enfin en phase avec son corps et son esprit. Bah, comme tu dis, c'est toujours la même chose avec Zion, en fait. Il revient en forme, après, finalement, ça va plus, physiquement, il est plus là, et je sais pas si j'ai envie d'y croire encore, en fait. J'attends de voir, maintenant, encore une fois, j'attends avec Zion, la saison prochaine, de voir comment il va revenir, parce qu'il y a l'été, entre-temps, on sait que les étés, pour lui... C'est pas la meilleure des choses. C'est comme toi quand t'étais à Léon, voilà, quoi. Clairement, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Sauf que moi, je prends pas de poids comme ça, comme lui. Et c'est vrai qu'il a... Tu vas payer 50 millions non plus. Je suis pas payé 50 millions, je peux pas payer un nutritionniste et tout ce qui va avec. C'est vrai que toi, tu prends pas de poids, mon gars. Non, je prends pas de poids. C'est incroyable. C'est comme ça. Tu connais ma famille, c'est un peu... Ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est... Pas bien épais, elle est là. Voilà, pas bien épais, ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on y croit pas. Au bout d'un moment, on sait quand il est en forme, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Il y a aucun doute là-dessus. Malheureusement, bah, en fait, il fait des va-et-vient avec son poids. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour la première fois depuis le début de sa carrière NBA, je sens un gars qui a l'air d'avoir compris, pas psychologiquement, mais dans les faits, que d'être fit, ça lui servira sur des semaines et sur une saison entière. Là, on l'a jamais vu aussi mince. On le voit comme de par hasard enchaîner quelques matchs. Là où je te rejoins, c'est qu'il faut que ça dure plusieurs mois. L'échantillon de 6 matchs, c'est exactement. Rien, au final. Mais en tout cas, il est plus fit. Ça, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'il a mis un protocole et qu'il a l'air de le respecter pour l'instant. C'est déjà bien qu'il soit revenu à cette plateforme, donc on est content. Maintenant qu'il le garde et voilà. C'est déjà bien pour lui, c'est déjà bien pour ses coéquipiers, son coach aussi. Regardez ce qu'ils ont dit, ces trois jeunes hommes-là. Zion Williamson qui dit « Je me suis jamais senti aussi bien en attaque comme en défense ». Ça va dans le sens de ce que vient de nous dire Thomas. CJ McCollum, son coéquipier, qui nous dit « Ses capacités physiques ont toujours été là, mais mentalement, il passe une étape ». On sait que souvent, chez les grands joueurs, c'est là où que ça se passe, la bascule pour être un bon ou un grand joueur. Et puis son coach, Willie Green, quand il est en très bonne condition physique, il n'y a rien que les adversaires puissent faire. Et moi, je vais rester sur cette dernière quote de Willie Green, c'est que j'ai encore envie d'y croire à Zion Williamson. Parce que il y a les échantillons, quand il est fit, quand il est bien, ça reste un joueur atypique et surtout inarrêtable. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais de toute façon, la valeur du joueur, elle n'est pas à remettre en cause. La question, c'est, est-ce qu'il va pouvoir explorer son potentiel jusqu'au bout à New Orleans?
Parce que il y a toujours l'environnement qui rentre en ligne de compte. Il a l'air d'avoir pris conscience. Mais j'ai l'impression que, un peu comme Luka, là, et c'est ce qui se passe ces derniers temps, si demain il change d'environnement et donc il prend ça comme un échec, ça lui servira de motivation pour rester fit et être dans les meilleures dispositions physiques sur une saison ou plusieurs saisons. Donc voilà. Moi, par rapport à, est-ce que j'y crois? Moi, j'y crois encore. Est-ce que j'y crois à New Orleans? Ok, là, Fabien. Ça fait n'importe quoi. Ça fait au moins 2 ans que je pense que les Pelicans doivent s'en séparer pendant qu'il peut encore jouer. Mais moi, plus que le projet Pelicans, c'est lui. Qui part ailleurs, il pourra changer forcément le visage d'une franchise, et qui reste là, il pourra forcément amener cette franchise en haut. Moi, c'est plus que le projet collectif, c'est lui. J'ai envie de le voir là où on l'attendait, c'est-à-dire au top, c'est-à-dire un mec qui peut avoir des voix pour le MVP, qui est un All-Star chaque saison. C'est ça que j'ai envie de voir de Zion. L'environnement est important pour chacun. Bien sûr. Vois, il y a des environnements où tu as besoin d'être tiré par toi-même, ou que les gens autour, le coaching staff, je sais pas, qui tu veux dans la franchise, soient capables de te laisser dans des standards très hauts de motivation. Parce que la discipline, il l'a pas, ça on le comprend bien. Donc voilà, moi je pense que c'est pas les Pelicans qu'il lui faut, c'est surtout ça. Il faudrait autre chose, peut-être par exemple le Heat de Miami, tu vois, où tu sais que ça serre la ceinture, c'est dur, t'es obligé d'être au top, sinon tu joues pas. C'est pour ça que je parle d'environnement. L'environnement, est-ce que ça serait pas les Minnesota Timberwolves? Non, mais Rudy Gobert, en tout cas est de retour, et de retour plutôt en forme après 2 matchs, 2 victoires donc pour le Français, avec des stats, vous le voyez, 16 points, 8 rebonds, 2 interceptions dans la belle victoire face aux Spurs, et puis il a confirmé hier soir avec un joli double-double face à Nikola Jokic, 11 points, 10 rebonds, mais le plus important, c'est 2 victoires en 2 matchs pour le retour de Rudy qui nous a confié, enfin pas à nous hein, évidemment, que ça allait mieux côté, je vais retrouver la décla, côté Minnesota. Nous avons fait beaucoup de progrès dans la cohésion. Ça commence vraiment avec Ant et Julius par leur manière de jouer. Puis quand on joue contre les équipes de haut niveau, on a tendance à prendre les choses un peu plus à cœur. J'aime le côté, on joue des gros, on le sait, donc on élève notre niveau de jeu. Mais on sait que c'est la régularité aussi qui fait qui amène les équipes très haut ou très loin en play-off. Comment tu la juges cette déclat, Thomas? C'est surtout qu'il y a des matchs à gagner en saison régulière pour déjà se qualifier pour les playoffs, pour essayer d'avoir l'avantage du terrain. Ça peut être important aussi s'ils veulent aller loin. Ils sont 7e pour l'instant, Minnesota. Voilà, donc alors c'est bien beau de se donner à fond contre les grosses équipes. Au bout d'un moment, ils n'ont pas le luxe en tout cas de pouvoir faire ça. Et il va falloir vraiment qu'ils commencent à accélérer un petit peu cette fin de saison parce qu'ils sont... pas en danger, mais ils sont pas non plus au top. Et après, l'absence de Rudy a pas forcément fait du bien. Là, il est de retour. Il dit qu'il y a une meilleure cohésion entre les deux. On sait que ça va être la clé aussi de cette équipe. À voir comment ils vont jouer ensemble sur la fin de saison, Randle et Ant. Mais pour l'instant, en tout cas, Minnesota se fait pas rêver, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste un mois de compète et qu'ils reviennent tous au bon moment. Julius Randle, depuis qu'il est revenu, il a fait des bons matchs, vraiment. Notre ami Rudy revient et comme de par hasard l'équipe s'élève, Nasrid est là, on connaît les valeurs de cette équipe, on sait qu'il fallait digérer aussi le départ de Karl Anthony Towns, je sais pas si c'est le cas encore, mais le visage de l'équipe est largement mieux qu'en début de saison sans aucun doute. 6 victoires d'affilée accessoirement pour les Timberwolves en ce moment, et leur prochain schedule il est plutôt intéressant. Orlando, ils font tout à domicile, Orlando, Utah, Indiana, 2 fois New Orleans. Objectif top 6, passer devant les Warriors. Et là tu as 6 victoires d'affilée, tu peux quasiment enchaîner 10 victoires d'affilée et remettre la pression sur les Warriors pour aller directement en play-off. On enchaîne avec la grosse affiche d'hier soir. On s'est régalé, j'ai regardé le match ce matin. Boston, les Celtics recevaient OKC. Et c'est OKC qui s'est imposé avec un Shai Gilgeous-Alexander de grand gala. Ouais, mais il est trop fort, on en parlera dans le débat bien sûr. Mais il faut évidemment parler du Thunder. 41e match à plus de 30 points cette saison sur 64. Bravo, c'est des stats de MVP j'ai l'impression. Non mais c'était intéressant parce qu'après les 2 matchs face à Denver, tu enchaînais à Boston. On a vu le match contre les Lakers des Celtics, c'était ce week-end. On voit que quand les Celtics sont en mode playoff, ils sont difficilement battables. Là, il y avait tout le monde qui pouvait jouer à peu près. Hein. Jason Tatum était questionable, il a joué. Porzingis n'a pas joué comme d'hab, j'ai envie de te dire. C'était un vrai gros match. Et OKC a été capable d'aller chercher une énorme victoire à l'extérieur et à faire complètement déjouer l'attaque des Celtics. Comment les Celtics, dans un match comme ça, peuvent prendre 63 tirs à 3 points? Ça, c'est quand même incroyable. Mais tu sais, le début de match, OKC fait un super début de match, ils leur mettent un petit éclat, et à un moment donné, les Celtics sont juste à un petit point parce qu'ils mettent 6 paniers à 3 points. Ils jouent pas spécialement bien, ils défendent pas spécialement bien, ils ratent leur entame de match, et ils survivent, parce que c'est vraiment de la survie là, que par les tirs extérieurs, notamment avec Derrick White. Mais une fois que tu es à ça, Joe Mazzulla a le droit de... Les gars, on va rejouer à peu près... Il y a toujours beaucoup de tirs à 3 points, c'est une évidence pour les Celtics, c'est une saison record d'ailleurs pour une équipe. Il n'empêche
que tu as le droit de remettre des basiques, essayer d'aller au lancer franc, faire des pénétrations en allant au bout, parce qu'ils pénètrent, mais ils kickent à chaque fois. Ils ont tiré seulement 10 lancers francs et ils perdent. C'était serré pendant très longtemps, mais les derniers cartons, c'est parce qu'ils mettent plus de 2 à 3. Hein. Thomas, la rookies, on sait que l'année dernière, les Celtics avaient une énorme marge sur la conférence Est. Cette année, on a l'impression qu'il y a moins de marge, notamment avec les Cavs. Cette espèce de tir à 3 points excessif et genre réponse un petit peu à tout, est-ce que ça va être un des questionnements aussi sur les futurs runs de playoffs? Ouais, clairement, là, ils sont dans la facilité. Je trouve quand ils jouent comme ça, ils se disent, oh, on va balancer à 3 points, ça va passer. Alors que, faut pas oublier que quand ils ont été bons l'année dernière et champions, c'est qu'ils avaient de la patience. Je trouve, ils essayaient de trouver le bon shoot au bon moment. Ils étaient beaucoup plus patients. Ils alternaient un peu plus. Là, quand ils sont dans des soirs comme ça, ils sont dans l'excès à 3 points. Et forcément, bon, mais si c'était tombé dedans, on n'aurait peut-être pas le même débat aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, quand ça marche pas, il faut savoir aussi alterner, peut-être aller provoquer, aller un peu plus à l'intérieur, se rassurer, reprendre confiance. Et quand ils sont comme ça, en tout cas, quand ils forcent 3 à 3 points, en général, c'est pas bon. Après, j'attends plus d'un champion dans le contenu de dire, bah, ça tombe dedans, bravo, ça tombe pas dedans. Ouais, la saison, pour moi, je l'ai déjà dit ici, là, je pense que pour les équipes comme ça, la saison est très longue. Et ils attendent vraiment impatiemment les playoffs. Mais t'as raison, mais ils ont pas perdu contre une petite équipe, genre surprise. Oui, je veux dire, les Celtics, ils ont comme qualité de cocher certains matchs de saison et d'être très bons dans ces matchs-là. Encore une fois, le match contre les Lakers, ce match le plus vu depuis 7 ans à la télé américaine, ils ont pris le match comme il fallait, même si les Lakers reviennent dans le match. J'ai vu un match un semblant de playoff. Hier, j'avais la même attente. Ouais. Et ils sont rentrés dans le match complètement ouais, mais ils sont fait renversés. Exactement. Ils sont fait casser le coaching de Marc Daigneault, déjà de mettre Chet Holmgren en poste 5 et de matcher cette espèce de sortir Hartenstein. Ouais, c'est ça, de sortir Hartenstein et de matcher le côté five all, là, je sais pas. Five out. Donc le match et ça a été très bien. Après, ils ont joué grand aussi avec Hartenstein et Chet Holmgren associés. Holmgren a été particulièrement bon. Hein. Très bon, très bon. Il n'y avait pas Jalen Williams, je sais pas si tu l'as dit. Non, j'ai pas dit. Voilà, donc il y a un problème de hanche, c'est une vraie. On l'a pas fait en news, mais c'est un vrai truc absent. Donc c'est une vraie perte pour OKC avec donc Shai qui a éteint complètement Jalen Brown, qui s'est mis en mission défensive sur lui. Il a fallu qu'il prenne 6 fautes qui sortent pour que ça soit Jrue Holiday qui se mette sur lui, mais c'était un petit peu tard. On a vu aussi Pritchard. On a regardé le match ensemble ce matin. Pritchard, il a des séquences défensives sur Shai. Il m'a régalé. Ouais, alors, il prend ou 2 paniers et tout. Mais mon gars, il m'a régalé avec les switches, les trucs. Il se retrouve 4 fois d'affilée et il prend pas 4 paniers dans la tête. Hein. Donc, bon, écoute, c'était un vrai gros match. Ça avait un peu un avant-goût de finale NBA, faut le dire. Ouais, je me suis projeté. En tout cas, avec cette victoire OKC, vous allez voir avec les cotes chez Winamax, devient grand favori de la saison NBA. Cote à 2,80, il passe donc devant les Celtics. Ça va vite, hein, une victoire. C'est une grosse info, ça, pour le coup. C'est une vraie info. Non, pour le coup, au-delà de dire comme ça. Comment ça? C'est pour ça que je le lance, il est fou celui-là. Non, mais t'as raison, je suis d'accord avec toi. Boston est le grand favori depuis le début de la saison, même avant saison. OKC, grappille. On en a parlé dans la libre antenne lundi, ils étaient à 3, juste derrière. Et là, c'est vrai qu'il y a un semblant de prise d'avantage psychologique. Donc, c'est normal que les bookies, eux aussi, aillent dans ce sens-là. Vous le savez, Winamax est notre partenaire depuis plusieurs saisons maintenant. Et si vous voulez jouer avec nous, ça se passe comme ça. C'est un homme sage qui vous conseille. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax. Donc, viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Thomas, on me dit en régie, n'hésite pas à remettre le micro plus proche de ta bouche, ça sera mieux pour tous les gens qui nous écoutent. On a fait le tour des news. Ouais. Allez, on va dans le débat tout de suite. Jokic ou Shai? On assiste certainement à l'une des courses au MVP les plus serrées, les plus haletantes de l'histoire. Shai versus Jokic, c'est quasiment le choix de Sophie, on l'a déjà dit, mais là, on va se faire le choix de First Team. Messieurs, avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous avez souvenir d'une course aussi importante, aussi serrée comme ça dans le MVP? Thomas Dufan, je veux pas que tu me répondes. Moi, comme ça, là, depuis que je suis vraiment la NBA à fond, que je regarde beaucoup de matchs et tout, non, je pense pas parce que j'arrive pas à me décider, honnêtement. Je passe de l'un à l'autre en me disant qu'un tel est meilleur dans ce domaine-là, l'autre dans ce domaine-là. Et à l'arrivée, je sais toujours pas. J'attends cette fin de saison et courage à ceux qui vont devoir voter. En tout cas. Avant qu'on aille dans l'histoire, parce que je sais ce que tu veux faire, mais avant de dire ça, je te rejoins complètement. Depuis que je suis la NBA, donc depuis 20 ans, j'ai pas souvenir de 2 mecs aussi forts qui font des stats historiques avec des équipes aussi fortes. On va parler par exemple de 2017 dans quelques instants. Les équipes étaient moins fortes.
Tu vois, OKC de Westbrook avec le départ de KD. C'est moins fort. C'est clairement moins fort. Donc, j'arrive quand même avec beaucoup de régularité, avec des confrontations marquantes aussi, qui nous donnent aucun indice d'ailleurs sur la course au MVP. Je pense que c'est la plus belle qu'on ait jamais vécue, même si on peut citer celle entre Embiid et Jokic il y a 2 ans, qui était quand même phénoménale aussi. C'est vrai que dans cette course au MVP, ce qui est fou, c'est moi, j'essaie de garder le cap quand même sur un joueur que j'ai en tête, mais chaque fois qu'il y a une perf, je me fais ah ouais, ben il me fait douter. Et puis l'autre refait une perf, on me dit ah ouais, ben en fait il me fait douter. Et c'est vrai que quand on a des avis, on essaie de les garder, d'aller au bout, de les argumenter, de les défendre. Mais là, c'est quand même, ils nous mettent un petit peu dans la panade, et c'est ce qu'on va voir. La bonne panade. Ouais, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans ce débat. Mais Thomas Dufin nous a rappelé hier sur la Wina TV, dans Clutch, qu'il y avait eu, il y a bien longtemps, une course au MVP assez incroyable. Rappelez-vous. Pour moi, la plus grande course au MVP de l'histoire, c'est la saison 61-62, où tu as la même saison, Will Chamberlain en 52 et 25. Tu as vraiment dit ça, là? Oscar Robertson, qui est en comment t'es capable de juger ça Bah, attends, je vais aller au bout, tu vas écoute. Donc, Will Chamberlain en 50 et 25. 50 et 25. Mais la différence entre nous, c'est que moi, je connais la NBA. C'est le gars qui... attendez la suite. Donc, Will Chamberlain, 50 et 25. Triple-double pour Oscar Robertson. Et Gene Baylor, qui a 37 points par match. Et le MVP de cette saison-là, c'est Bill Russell. Donc, il y a 3 saisons historiques sur une seule saison, et c'est même pas les 3 qui, normalement, tu vois, il y a un mec à 50 points par match, il n'est pas MVP, il y a un mec en triple. Donc c'est pour vous dire aussi que le contexte collectif est ultra important. Ok, Jean-Paul Olivier, l'historien de la... Tu vois qui c'est? T'as la ref, Jean-Paul Olivier? C'est un mec qui faisait le Tour de France, qui parlait comme ça, on passe devant la cathédrale de... Voilà. Très bien. Je sais que Polo est content, forcément en régie. On a pris un tableau où on a pris 3 courses au playoff qui avaient été assez incroyables. Thomas, je vois on va voir n'hésitez pas à envoyer le tableau. Voilà, on a pris 1962, Thomas vient nous en parler, 1990 où c'est Magic Johnson qui avait été MVP, et 2017, Tom. Ouais, on va faire un petit peu d'histoire, vous savez qu'on adore ça ici. 62, j'en avais parlé dans l'extrait, c'était hier dans Clutch, mais c'est vrai qu'on a 4 mecs qui font, d'un point de vue des stats, c'est sûrement la plus grande saison de l'histoire de la NBA en termes de statistiques individuelles. Donc je disais 50 et 25 pour Wilt, on fera jamais mieux. Oscar Robertson étant triple-double. On a mis beaucoup de temps pour revoir un triple-double. Elgin Baylor est en 38-18. Et enfin, Bill Russell, avec ses 51 votes, a été élu MVP. Il était en 18-23, 23 rebonds, et a été élu MVP parce qu'il avait le meilleur bilan. En 1990, alors là, on se rapproche. Erwan, peut-être que tu suivais pas encore la NBA, mais dans toutes les recherches que tu fais à ce moment-là sur cette course au MVP, elle ressort beaucoup parce que c'est 4 superstars, donc Magic, Charles Barkley, Michael Jordan et Karl Malone, et qu'en fait, chacun fait presque la meilleure saison de sa carrière. Karl Malone est en 31-11, Michael Jordan est extraordinaire aussi avec une saison à 35 points. Charles Barkley avec les Sixers à l'époque, il n'est pas encore MVP avec les Suns, lui aussi est leader de la conférence Est, et Magic, lui, est MVP avec moins de votes première place que Charles Barkley, ce qui est assez rarissime dans l'histoire. Mais les Lakers, encore une fois, eux, sont la meilleure équipe de toute la ligue. Et enfin, 2017, le triple-double de Russell Westbrook. Ils sont 6e de la conférence Ouest. Et donc, notre ami James Harden a 35 points par match. Lui était 3e de la conférence Ouest. Donc, on a choisi tout ça pour vous montrer que c'est déjà arrivé dans l'histoire d'avoir des courses complètement folles qui se sont décidées, en fait, sur les tout derniers moments. Et que très souvent, et on y reviendra, le bilan collectif te donne sûrement un avantage. Écoute, on va garder ça en tête parce qu'il reste encore des matchs de saison régulière, mais c'est vrai que dans tous les arguments qu'on va amener pour l'un ou pour l'autre, on va avoir forcément en tête ce bilan collectif. On rappelle que pour l'instant, le Thunder d'OKC a 12 matchs de plus, de 12 victoires de plus que les Nuggets. Ils se sont joués dimanche et lundi, les deux, il y a eu une espèce de back-to-back. Bravo la NBA. C'était bien. Bravo la NBA, ça faisait un peu, c'est même plus une course au MVP, c'est presque un combat de boxe. Là, ils se sont joués 2 fois en 48 heures. Et les gars, après 2 matchs, Thomas, la rookie s'en revient à ton ressenti. Il y a un mec qui met 40 le dimanche qui nous régale, et il y a Jokic qui va gagner le match d'après sans Aaron Gordon avec encore une fois quasiment un triple-double. On n'est pas plus avancé après ces 2 matchs-là. Non, avant ces 2 matchs, on s'est dit, on va peut-être en savoir un peu plus. On va voir en tout cas comment ça va se passer, même s'ils ne sont pas en opposition directe. On voulait voir les résultats. Alors, les deux ont été excellents sur les 2 matchs. Une victoire partout. Du coup, on est sorti de ce duel sans trop de réponses finalement. Et j'ai envie de dire, c'est 2 leaders extraordinaires. Et donc, c'est très compliqué de les départager parce qu'ils mènent leur équipe depuis le début de saison. Ils sont exemplaires sur le terrain. C'est des leaders par l'exemple, comme on aime dire. Ils ne sont pas forcément très vocaux.
Et finalement, comment choisir? Moi, honnêtement, j'y arrive toujours pas. Je me dis que les deux, il faudrait un co-MVP presque. Et pour faire le rapprochement avec Harden et Westbrook, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus, en tout cas, en termes de course au MVP. Là où je te rejoins, c'est que c'est vraiment deux mecs, exactement. Ils sont deux mecs. Les bilans aussi. Attends, sur les deux matchs, il y a quand même un truc. Match 1, 40 points pour Shai. Jokic est en dedans, clairement. Il fait pas les stats habituels. Il est très bien défendu. Très bien défendu. Match 2, Jokic est incroyable. Et Shai est clairement dans la poche des défenseurs des Nuggets. Donc, c'est pour ça. Et donc, une victoire chacun. Et sur la saison, ils sont aussi à 2-2. Bon. Donc, c'est vraiment très relou. D'habitude, on va sur les trucs confrontation directe. On n'arrive même pas à départager là-dessus. Par contre, l'eau tiède, je sais pas si faire sim. Donc, on va aller sur un tableau de comparaison et on va essayer quand même de se mouiller un peu. De toute façon, j'aime à dire qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse dans tout ça, même s'il y a des gens qui sont déjà très sûrs d'eux sur le débat. Moi, je pense que ne pas être sûr de soi sur ça, c'est quand même un bon signe. On voit la comparaison brute, Thomas, entre ces deux joueurs. Bah oui, on en revient à ce point-là qui réalise une saison d'exception individuellement. Ouais, Shai est meilleur score de toute la ligue, 32,8 en face. Nikola Jokic est à 29 points par match. C'est son meilleur score en carrière. Les 5 points et les 6 passent pour Shai Gilgeous-Alexander et donc le triple-double en ce moment même pour Nikola Jokic. Les pourcentages sont dingues aussi, 52% pour un meneur, c'est fou. 57% pour l'autre, parce que ça n'a aucun sens. Et puis, alors stat improbable, mais ils ont le même nombre d'interceptions par match et ils sont deuxième de la ligue tous les deux. Alors autant Shai Gilgeous-Alexander, ok. L'autre, papy défenseur moyen, on va dire comme ça, qui est aussi intelligent et donc compense par des petites interceptions de Malinois, ça me régale. On va commencer avec le MVP en titre, Nikola Jokic. On a un tableau. Pourquoi Nikola Jokic doit être MVP cette saison? On a choisi plusieurs thèmes, plusieurs choses, à l'avantage évidemment du pivot serbe, le triple-double de moyenne pour un pivot, parce qu'en fait, j'ai plus qu'envie de dire que c'est simplement un triple-double. On sait qu'ils sont que 2 à l'avoir fait en carrière. Oscar Robertson 1 fois et Russell Westbrook 4, il me semble. Oui. Mais c'est des meneurs arrière. Là, sur un pivot en triple-double, c'est de l'histoire plus, j'ai envie de dire. Le scoring avec des pourcentages abusés, voilà, on n'a pas peur de le dire. Le 42% à 3 points, il est quand même assez dangereux. Deuxième meilleur passeur de la ligue. On rappelle que c'est un pivot. Donc, il y a juste Trae Young, mais lui, qui est un meneur de jeu qui fait mieux. Et puis, le gros différentiel on-off court, donc qu'on voit en dessous par rapport à Shai. Ça, je reviendrai là-dessus parce que pour moi, faut le lire différemment. Bah écoute, est-ce qu'il fait une saison de MVP? Sans aucun doute. Est-ce qu'il fait une saison historique? Sans aucun doute. Est-ce qu'il fait la meilleure saison de sa carrière? Sans aucun doute. Donc, un mec qui est 3 fois MVP et qui fait la meilleure saison de sa carrière, logiquement, doit être élu MVP. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Tu l'as pas cité, mais le triple-double en 30-20-20, c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que c'est fait. Ça rajoute toujours un petit truc en plus. En plus, il a quelques sorties à plus de 50 points. Il a eu des performances, des matchs iconiques cette saison dans des moments importants. Son équipe a eu des blessures aussi. Ça marchera aussi pour Shai Gilgeous-Alexander. Bah tiens, regarde les perfs de cette saison. Le 31-22-21, c'est fou. Les 56-16-8, ok. 48-14-8, ok. 46-9 et 10, ok. 35-22 et 17 étaient déjà pas loin de faire le triple-double fou de 30-20-20. Donc, le truc avec Nikola Jokic, c'est que c'est MVP en puissance. C'est même déjà un joueur all-time. C'est un joueur qu'on ne reverra jamais. T'as raison de dire qu'un pivot, c'est le meilleur pivot de l'histoire et qu'un pivot à 10 passes par match, ça n'a aucun sens dans tout ce qu'on a pu connaître dans nos vies et ce qu'on connaît de la NBA. Donc, le mec qui vient me dire est-ce que Nikola Jokic doit être MVP? Je vais dire un grand oui. Un grand oui. Mais le problème, c'est que je vais dire la même chose pour l'autre. Thomas Laroukis, on se souvient que quand Russell Westbrook fait sa saison en triple-double de moyenne, on dit c'est exceptionnel. On n'a pas vu ça depuis les années 60. Il réécrit l'histoire. Mais quasiment 2-3 ans après, il avait banalisé une saison en triple-double. Quand on voit un pivot qui est en triple-double, quelle lecture tu as par rapport à ce que tu avais connu à l'époque de Westbrook? Après, c'est un joueur unique. Jokic, tous les ballons passent par lui. On sait que c'est un mec de 2m11 qui a les fondamentaux d'un meneur de jeu. Et en fait, même visuellement, au-delà des stats, quand on regarde les matchs, on voit que tout passe par lui, en fait. Tout passe par lui, l'attaque, tout tourne autour de lui, que ce soit dans le scoring, dans la création de jeu. Il bonifie tout ce qu'il y a autour de lui. Il décale les porteurs, les meurets, tout ça. Et même défensivement, finalement, c'est un bon défenseur off-ball. Après, sur la balle, forcément, il est un peu dans le dur parfois. Sur les pick and roll, on sait qu'il va pas très haut. Mais c'est un joueur atypique aujourd'hui dans la NBA d'aujourd'hui. C'est que c'est un grand qui saute pas,
Contrairement à tous les grands de la Ligue qui sont là pour piquer et finir au alley-oop, lui, voilà, il a un peu cassé ses codes et c'est un joueur unique, sûrement qu'on ne reverra pas, je pense. Je sais pas si on en reverra un comme ça, parce qu'avec son shoot derrière la tête, finalement, qu'on n'apprend pas dans les écoles de basket, hein, normalement, on doit mettre la balle bien alignée, ça, lui, il shoot derrière la tête, mais il a un toucher extraordinaire. Et aujourd'hui, je suis comme Thomas. Là, avec tout ce que je viens de voir, oui, c'est le MVP de la Ligue. C'est une saison all-time qu'on est en train de vivre. Il est en train encore de dépasser Will Chamberlain et ses 50-25 sur le PER, donc sur l'évaluation. La meilleure marque de l'évaluation, c'est lui en 2022. Il était MVP. Là, il est juste derrière sa meilleure marque historique déjà. Et il bat Will Chamberlain. Donc, il est en train de nous faire une saison all-time. Pas historique, all-time. C'est-à-dire que c'est potentiellement la meilleure saison de l'histoire qu'il est en train de produire. Et il pourrait ne pas être MVP. Et il ne pourrait ne pas être MVP. Imaginons que Nikola Jokic n'ait pas 3 titres de MVP sur les 4 dernières années. Et qu'en fait, il n'ait jamais été MVP. Il serait MVP sans aucun doute. Il n'y aurait pas débat. Il n'y aurait pas débat. Il n'y aurait pas débat. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais C'est intéressant dans la perception du coup de se dire, il a déjà, et ça marche, et c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'était déjà le cas aussi avec le duel avec Embiid, où on se disait, est-ce qu'à l'époque, il y aura vraiment, ça mérite vraiment 3 titres de MVP d'écart entre Embiid et Jokic, et il n'était pas encore champion. Ça l'a été pour tous les grands. Voilà. Là, LeBron, Jordan, faut les citer. On se souvient que LeBron James avait été élu 4 fois MVP en 5 ans. Mais on se souvient aussi que LeBron James, qui a été le meilleur joueur du monde pendant 10 ans, 15 ans, n'a pas toujours été MVP. Ça marche pour Jordan. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas été élu MVP. C'est ça. C'est fou. Ça marche pour Jordan. Jordan, dans les années 90, c'était le meilleur joueur du monde. Et il n'était pas tous les jours, chaque saison MVP. Aujourd'hui, pour moi, Jokic est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas de débat. Oui. Mais est-ce que... donc c'est le MVP alors. Non, parce que là, on va rentrer dans quelque chose. C'est pas, il n'est pas nommé MVP. On vote pour le MVP. Donc, il y a 100 journalistes, une centaine, qui vont voter. Et donc, chacun avec sa perception, chacun avec ses préférences, et puis chacun avec l'usure d'avoir déjà voté 3 fois ou 4 fois pour Nikola Jokic. Donc ça, il faut le prendre en compte aujourd'hui. Moi, dans mon système, je suis obligé de penser à ce qui s'est passé avant. On en parlait hier avec Rémi Réverchon, qui a la chance de voter pour le C'est dur, MVP. En fait, d'avoir et lui, il disait, moi, j'arrive... Un point out sur la saison. Il a dit, moi, je me mets dans la position où je coupe tout, je fais que la saison... C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Je pense que c'est pas possible. Ouais. Mais en tout cas, lui, il avance cet argument-là. Et moi, je peux l'entendre, c'est lui qui vote à un moment donné. Mais on verra pour qui va voter pour la fin. C'est l'argument, c'est qu'aujourd'hui, clairement, s'il sortait de 2-3 saisons au top, finalement il s'était fait shipper le titre de MVP. Là aujourd'hui on dirait non mais là c'est bon, c'est lui le MVP, il a la meilleure stat all-time, ce qui est un peu le cas de Shai de l'autre côté, on va venir dessus, mais c'est là où c'est la difficulté. Les gars, je vais vous dire des stats d'un mec la saison dernière qui n'a pas été MVP et qui a eu le 6e bilan à l'Ouest. 33,9 points par match, 9,8 assists, 9,2 rebonds. C'est Luka Doncic l'année dernière qui avait clairement les meilleures stats de la Ligue. Il n'a pas été élu MVP avec un Jokic qui était en deçà, c'était correct, mais en deçà de... Il n'a pas fini 2e, Luka. Hein. Non, il a fini 6e. Bah ouais. Donc le bilan... Non, mais 2e au MVP. Il finit pas 2e, il finit 3e. Non, mais le bilan... Non, je sais, je parle des votes. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'était même pas dans la course. Voilà. N'oubliez pas ça. L'année dernière, c'est Shai qui finit 2 et on se pose déjà la question. Luka a peut-être les meilleures stats, mais en fait, les meilleures stats ne font pas de toi le MVP. Hein. Très jamais. Bien. Donc le bilan, l'année dernière, a flingué un peu Luka. Oui. Est-ce que le Luka, bilan... c'est un cas à part, je trouve. Pourquoi ? Il y a plein de cas, moi. Tous les cas sont à part. Dans le sens où lui, il a son attitude aussi, son comportement sur le terrain, tout ce qui va autour, je pense. Le personnage, je pense que ça... premier, il aurait gagné. Ça n'a pas joué pour lui aussi, en tout cas. 34, quasi 10 et 10. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis que je pense qu'il y a d'autres choses qui ont joué, en tout cas, dans les votes. Parce que l'année dernière, Doncic a des meilleures stats que Jokic. Brut, tu veux dire ? Oui, brut, on peut en discuter, oui, t'as raison. Mais il a pas un meilleur PER à la fin, il a pas une meilleure éval. Donc, oui, sur les 3 catégories, il a encore que, parce que l'autre, il était à 13 rebonds l'année dernière. Oui, non, donc, en fait, pas tant que ça. Tout s'équilibre un petit peu, mais tout doit rentrer en ligne de compte. Oui, on a des mecs qui font des saisons historiques individuellement. On peut pas juger que les stats brutes, ou les stats avancées d'ailleurs. C'est des exemples qu'on donne aussi, par rapport à qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on met pas en avant. Moi, je veux pas confondre, et j'ai plein de débats en ce moment avec des potes où ils me disent, non, mais attends, si tu veux commencer ta franchise, tu prends qui? Si tu veux, mais oui, d'accord, donc Jokic tous les jours. Mais le débat aujourd'hui du MVP, il est pas là-dessus. Il est pas avec qui tu commences ta saison, avec qui tu veux te construire une équipe. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est brut, qui est le meilleur, qui a le meilleur bilan et qui réalise les meilleurs perfs. Il est là le débat. Oui, mais et chacun peut dire une réponse différente. C'est ça aussi le constat, c'est autant sur le bilan collectif, on va pas commencer à juger. Mais sur les stats bruts,
il y a aucun doute que Jokic fait des meilleures stats. Oui. Donc du coup, ça te donne un point là, ça te donne un point là, Oh, mais tu vas retirer un truc là, tu vas retirer un truc là, et à la fin on aura un MVP différent, Erwan. C'est ça qui est fou. Pourquoi cette année on prendrait tellement en compte le classement collectif? On a toujours pris oui, en mais compte. il y a des saisons où on l'a pas fait. Non, dans l'histoire, non. C'est l'un des on Le l'a meilleur fait en joueur de la compte. meilleure équipe. sauf pour Ah, tu Westbrook, connais. sauf pour Westbrook. Mais par contre, c'est pas le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais ouais, Harden, Shai. qui est élu, c'est pas la meilleure équipe. D'accord. Mais ben voilà, le meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est Donovan Mitchell. Bon, il y a personne qui en parle. Hein. Oui, absolument. Non, mais là, je te rejoins complètement. Mais il faut être quand même dans la stature MVP. Mais le meilleur joueur de la meilleure équipe aura toujours un shot. Et là, la meilleure équipe, à l'Ouest, on sait qui c'est. On les connaît, les mathématiciens du basket. Il en faut, il y en a. C'est intéressant sur les stats. Mais en fait, là, et chaque année, on a ces débats-là. Mais là, encore plus que jamais. Le MVP, il y a les stats, il y a avancer, ce qu'on veut, il réalise ci, il réalise ça, les triples-doubles, mais il y a aussi la perception, il y a le feeling, il y a cette espèce de ressenti qui est propre à chacun, qui fait qu'on va aller vers l'un ou vers l'autre. Évidemment, on va pas aller sur Paolo Banchero, qu'on aime beaucoup, mais en tout cas, quand tu as un duel à deux comme ça, il y a aussi un ressenti personnel. Attention, il faut choisir, c'est oui ou non, c'est l'un ou l'autre. Donc, et tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et on voit parfois des messages qui n'ont plus aucun sens sur les réseaux. Ne te détruisez pas Jokic pour voter chez, et inversement. Et gros, ils font une saison extraordinaire tous les deux. Ils sont tous les deux des MVP en puissance. Maintenant, il y a des raisons qui nous font pencher d'un camp ou dans l'autre. C'est toujours le problème. T'as l'impression que si tu dis l'un, ça veut dire que tu chies Mais sur non. l'autre. Mais alors que mec, Entendu ce que je veux dire sur Jokic. oui, en fait, il faut les saucer, les mecs. Hein. Ah ben, allez, on a beaucoup parlé de Jokic, on va aller sur on a fait un tableau pourquoi il doit être MVP, on a fait évidemment un tableau pourquoi Shai devrait être MVP. Lui aussi, donc 32,9 points par match, c'est le meilleur scoreur de la ligue, c'est assez monstrueux. 4 matchs à plus de 50 points ou plus. OKC, meilleur bilan à l'ouest et de loin. Et un très fort défenseur, ça c'est un point qui va être intéressant, qui peut être aussi un point de bascule. Thomas, allons sur d'abord le premier point. C'est le meilleur scoreur de la ligue. On sait que Joel Embiid avait été meilleur scoreur de la ligue, aussi MVP, mais c'est pas toujours assuré d'être le meilleur scoreur et d'être MVP. Ah non, absolument pas. C'est deux compétitions différentes. En fait, il faut remettre ça dans un contexte. Là, on voit les 38 points par match depuis 5 matchs, c'est important, et les 4 matchs à 50 points ou plus. Ce qu'on disait de Shai l'année dernière, c'est il est d'une régularité incroyable. Il a 30 points par match, c'est leader de son équipe. Ils ont fini première de l'Ouest, en étant la plus jeune équipe d'ailleurs de l'histoire à être à cette position-là. Mais il manque des coups d'éclat, des pics, des matchs références au scoring, parce que la NBA est un endroit où les scoreurs sont jugés un petit peu différemment. Là, on a tout ce qu'il faut. Hein. Les matchs à 50 points, les 3 mercredis de suite, là, où il met 50 points, 50 points, 50 points. Les matchs références dans les top games, CF hier contre Boston, ça va nous rester en mémoire jusqu'au début des playoffs. Il a réussi à continuer sa progression alors qu'il était déjà un candidat MVP crédible. C'est ça qui est complètement dingue avec cette saison-là. Si quelqu'un voulait, tu vois, un peu chipoter sur ouais, c'est le meilleur scoreur, mais il lui manque... il a tout aujourd'hui. Il a tout comme d'autres avant lui ont eu, parce qu'il est à des hauteurs de Michael Jordan. Puisqu'on est dans l'histoire, c'est pour l'instant, on va voir avec les matchs qui restent de saison régulière, c'est pour l'instant le seul joueur de l'histoire à tourner à plus de 30 points et à plus de 80% de victoire. Ça, c'est fou. Ça, c'est une stat de MVP. À 100%. Ouais, c'est ça de MVP, je vous rejoins. C'est la régularité. Tu l'as dit, on lui a souvent reproché de ne pas partir au-dessus des 50. Il a fait plusieurs fois cette année. J'ai l'impression qu'en tout cas, lui, il est ultra motivé pour l'avoir, ce titre, parce qu'il se rend compte finalement, c'est très dur. Est-ce qu'on n'a pas aussi envie de le récompenser pour sa régularité sur les dernières saisons? Alors, peut-être que son parcours en play-off la saison dernière va un peu le pénaliser. Peut-être aussi sa finale de NBA Cup. De NBA Cup où il est passé au travers. Et c'est toujours des petits trucs comme ça qui peuvent faire la différence aussi, des petits moments dans la saison. Ouais. Et aujourd'hui... oui, je le mettrais aussi MVP avec Jokic parce que il est tellement régulier. Comme Jokic, il porte son équipe, on le voit, il est d'une sérénité. Tous les matchs, il répond présent. Et puis, il est à contre-courant aussi de ce qui se fait aujourd'hui à NBA. C'est un meneur finalement qui peut-être un des meilleurs dans le shoot à 2 points de l'histoire, hein, peut-être top 5 parce qu'il le maîtrise tellement et il n'est pas dans l'excès de tir à 3 points, il va beaucoup sur la ligne des lancers aussi et défensivement il est très bon, donc aujourd'hui ouais, je vous dirais pas non à un Shai MVP. Et c'est pas la première, regarde le tableau qu'on a fait là, c'est pas la première fois qu'on le dit cette saison, c'est vrai que Shai il a des stats, il a des impacts à la JoJo. Sans les highlights.
Sans les dunks fous. Oui, Sans les bon, dunks, après ouais. ça, oui, donc on a comparé la saison 87-88, donc la première saison où Jojo est, C'est important, la est highlight. MVP. Ouais, mais enfin, bon, en face, les highlights. Le fait d'être dans le top 10 souvent, Et de marquer aussi. Jokic, il est souvent. Non, mais dans les, pour se les donner. sur des deux passes, pour le sur coup, des passes. ouais, les deux pour le coup sont Ouais. pas trop dans les top Eh 10. ben tant mieux parce qu'on est là pour parler de basket. Regarde les nombres de passes, il est à peu près pareil. Le pourcentage est à peu près pareil aussi. Jojo a toujours été un intercepteur extraordinaire. Le true shooting percentage, pardon, est plus élevé pour Shai Gilgeous-Alexander que ce jeune encore Michael Jordan. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que comparer un mec aujourd'hui avec des stats de Michael Jordan, en fait, c'est une prouesse. De rentrer dans la conversation du GOAT sur une saison, rien que pour ça, on devrait quelque part lui donner un MVP. James Harden a eu un MVP parce qu'il était dans des sphères à la Michael Jordan, 35 points, 36 points par match, même l'année où il est MVP. Donc voilà, je remets tout ça en perspective. La grande comparaison que je peux faire avec Jokic, c'est que c'est une saison historique que j'ai déjà vue. Jokic, c'est une saison all-time qui dépasse le historique parce que je l'ai jamais vu à part lui-même. Toi, Non mais Moi, tu te souviens quand j'emploie ces mots-là en libre antenne, parce qu'il faut les employer. j'avais dit, mais attends, Jokic, pour l'instant, je suis shy et tout, mais si Jokic, qui était en train de faire grimper son nombre de passes en moyenne, je me dis, si un pivot fait une saison en triple-double, ça va me donner mal à la Et tête. au début, on disait... Et j'ai des sacrées migraines, mon Et, ami. tu sais, on disait, s'il est 5e ou 6e, on serait obligé de lui donner. Il est 2e. Il est 2e. 3e maintenant. Oui, je dis, 3e après, avec les Lakers, tu connais bien. Tu m'as compris. La deuxième, J'aimerais troisième. qu'on aille sur l'aspect défensif, parce que dans toute cette course, il va falloir les départager sur quelque chose. L'aspect défensif, on a quand même là l'impression qu'il y a un peu moins de débat et que Shai Gilgeous-Alexander a un vrai avantage là-dessus. C'est l'un des arrières qui protège le mieux le cercle de son équipe dans la ligue. Il y a un vrai avantage à Shai là-dessus. Ça peut être aussi une bascule pour toi, Thomas? Une bascule, je sais pas, on est habitué maintenant, on sait ce que fait Nikola Jokic défensivement et ça a marché, ils ont déjà été champions, il est capable de compenser par son QI basket le fait que finalement il n'ait pas les jambes sur les déplacements défensifs pour tenir les petits arrières. Après, est-ce qu'il y en a beaucoup des big men finalement qui arrivent à tenir les arrières même ceux qui sont réputés meilleurs défenseurs de la ligue prennent aussi des paniers sur la truffe pendant les matchs. Donc, Il y en a qui tiennent mieux les ouais, arrières il y en a qui que tiennent Jokic, mieux. ça n'avait pas de doute. Mais je pense vraiment qu'il compense déjà, je l'ai dit tout à l'heure, off-ball, il est très bon, toujours très bien placé, il anticipe, c'est pour ça qu'il fait des interceptions aussi. Après, sur le ballon, il compense avec son QI basket, même si parfois, il a ses limites forcément sur les déplacements latéraux. Ce qui est sûr, c'est que Et sur le contre, la l'aspect protection de défensif est un vrai atout pour l'un et pas pour l'autre. C'est pas que Jokic soit un bon ou mauvais défenseur, c'est que Shai Gilgeous-Alexander est largement meilleur. Et là, aujourd'hui, il est parmi les meilleurs défenseurs de toute la NBA. Donc, souvent, on parle des gars two-way. Qui est le meilleur two-way? Shai, c'est l'un des meilleurs two-way de la ligue, en fait. Parce que, alors même s'il est bien accompagné et que la défense de OKC est incroyable, qu'il prend pas forcément le meilleur joueur adverse tous les soirs, ça n'aurait pas de sens. Il n'empêche qu'il est capable. Il est capable et qu'il y a des moments où on va lui demander par défi quelque part de s'y mettre un petit peu plus. Il a le 5e meilleur rating défensif pour un joueur de toute la NBA. Donc pour moi, quand je suis en train de réfléchir à qui fait quoi, Shai Gilgeous-Alexander, côté défense, c'est un atout de plus par rapport à Jokic. Tu parlais c'était pas le meilleur défenseur de son équipe, en tout cas c'est pas lui qui s'est collé parce qu'il avait du monde derrière, ça tombe bien, c'est une transition parfaite. J'ai entendu un des arguments par-ci et là dans tous les débats qu'on peut avoir sur le roster, que Shai finalement avait un roster bien meilleur que celui de Nikola Jokic. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a eu des blessures, peut-être plus côté Nuggets. Non, côté OKC. Ils n'ont pas eu pendant un mois Shelton aussi. Là, Jalen Williams va pas être là pendant X temps. Moi, je suis pas complètement d'accord avec le fait que avantage Jokic sur le roster. Alors, surtout que les autres, ils se sont construits un roster avec la draft en allant chercher des joueurs un peu inconnus au bataillon. Avantage à qui alors? Parce que je comprends ce que tu dis, mais sans écouter les gens qui disent de n'importe quoi. Moi, je vois une équipe. Avantage à qui par rapport au roster? Moi, je vois une équipe qui est championne il y a 2 ans, qui a une expérience incroyable, et je vois une équipe qui est jeune et qui est en train de monter. Pour moi, c'est du kiff-kiff bourricot. Ça me va. Moi, j'ai du mal à donner un avantage clair à l'un ou à l'autre. C'est des équipes qui sont construites complètement différemment. Elles sont pas au même moment de leur cycle. Clairement, il y a une équipe, en revanche, et là on peut aller dans les stats avancées, il y a une des deux équipes qui est largement meilleure que l'autre quand la star est pas sur le terrain, et c'est OKC. Lorsque Shai n'est pas sur le terrain, le Thunder est une équipe mid de la NBA. Lorsque Jokic n'est pas sur le terrain pour les Nuggets, c'est une équipe qui devient négative, qui devient une mauvaise équipe de la NBA. Donc on peut parler des hommes, et moi je suis d'accord avec toi, si on regarde le roster, on peut discuter, tu vois, pinailler et tout. Il n'empêche que dans les stats avancées, le Thunder est une meilleure équipe, en fait. Non, pour moi, clairement, les Nuggets, ils ont un meilleur 5 majeur, je trouve. Par contre, ils n'ont pas de profondeur, ce qui va les pénaliser sûrement en play-off. Là où OKC a un effectif plus étoffé, on va dire qu'ils ont plus de solutions. Parfois, ils ont des mecs qui peuvent se montrer. Et Denver, je trouve vraiment qu'ils ont un meilleur 5 majeur. On l'a vu en tout cas l'année où ils sont champions. Bien sûr, quand Jamal Murray tourne bien. Et là, je trouve qu'ils vont avoir des soucis quand les playoffs vont arriver.
Donc pas d'avantage toi non plus sur le roster. Non, des rosters différents pour moi, construits différemment, mais pas kiff-kiff, spécialement. quoi. Après, pour moi, la stat de Nikola Jokic on et off the court, elle est un peu biaisée parce que son backup, c'est un mec qui a 68 ans et qui peut plus jouer au basket. Donc évidemment, et je peux te dire, je l'ai fait dans le JDE, quand Nikola Jokic il est pas là et que c'est DeAndre Jordan qui le remplace, tu fais pas les mêmes points. Donc et que je trouve qu'effectivement, il y a plus de profondeur côté OKC. Donc quand Shai est pas là, ça se voit moins parce que c'est une équipe plus jeune, qui peuvent tirer sur des mecs, qui ont un peu plus de profondeur, ok. Mais de l'autre côté, oui, évidemment, quand Jokic est pas là et que tu mets DeAndre Jordan ou Nadji, bon, ben oui, merci, l'équipe, elle est moins bonne. Est-ce que tu peux pas prendre ça différemment aussi en te disant, bah ouais, quand Jokic il est pas là, en fait, il est tellement au centre du jeu, il rend tout le monde. Ils sont trop dépendants. Ouais, ils sont tellement dépendants de lui que finalement, parce que quand, ok, tu mets DeAndre Jordan, bon, ok, il est ce qu'il est. Nadji, ouais. Et tu peux avoir Jamal Murray sur le terrain, Michael Porter Jr. à côté, qui peuvent mettre des points et qui peuvent aussi assurer le scoring. Mais Ce qui n'a pas été cas cette saison. La première partie de saison était difficile. Donc, au bout d'un moment, tu peux le prendre aussi dans les deux sens, même si je comprends. Enfin, le deuxième match qu'ils vont gagner à OKC le lundi, là, Jamal Murray, il est monumental. Hein. Ouais. Monumental. Et tu vois, quand on pense à roster, il y a une équipe qui est tellement plus expérimentée que l'autre. Alors, il y a hors Westbrook, ancien MVP et multiple star, ils ont pas il y a DeAndre Jordan aussi, mais bon, tu l'as dit sur la ça va jambe. être un problème. Non, mais je veux dire, ils ont beaucoup d'expérience, même s'il n'y a pas de All-Star. De l'autre côté, qui sont les mecs expérimentés? Les plus expérimentés, Hartenstein, parce qu'il a un run de playoff, là, machin, hein. Alex Caruso, qui est champion avec les Lakers. Finalement, alors dites-moi si j'oublie des mecs, hein, mais finalement, comme le groupe s'est construit et que c'est toujours le même corps qui grandit ensemble, j'ai quand même l'impression que l'avantage expérience, talent intrinsèque, il est un peu côté de Nuggets, même s'ils sont plus courts. Tu vois, et que t'as le meilleur joueur du monde. Oui, mais non, mais je veux dire au-delà. On parle des gens autour. Oui, d'accord, mais même. Moi, je parle des gens autour, Erwan. Je parle de. Oui, t'as le meilleur joueur du monde, ouais. Oui, d'accord. Mais je parle des gens autour. On a un tableau sur Jokic. Jokic contre Jokic. Vous allez comprendre ce tableau. On a pris la saison aujourd'hui de Nikola Jokic et on a pris toutes les meilleures stats des années où il était MVP. Donc 27,1 points, c'est le plus haut scoring qu'il ait eu une année où il a été MVP. 13,8, ça a été, donc vous avez compris, ça a été le plus haut. Et là, on a quasiment l'impression que, à part sur le rebond, on le dit, on le répète, il réalise la meilleure saison de sa carrière et l'une des saisons les plus grandes de l'histoire. Mais c'est la meilleure saison de sa carrière, je le disais tout à l'heure, sans aucun doute. Parce que... Donc il est 3 fois... Moi, c'est ça, en fait, qui me perturbe le plus. Il est déjà 3 fois MVP, il va faire la meilleure saison de sa carrière et il risque de pas être MVP. Mais c'est ça tout l'intérêt de ce débat. C'est que c'est une folie totale. C'est un casse-tête. C'est une folie, je sais même pas comment ils vont réussir. Prendre un Doliprane. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il reste un mois de compète et qu'il peut se passer beaucoup de choses. Ok, s'il peut perdre des matchs, Denver peut perdre des matchs, on ne souhaite pas, il peut y avoir des blessures, encore. Et que ce mois sera déterminant, et je pense que dans la libre antenne, on fera des points peut-être limite hebdomadaires, hein, pour savoir où est-ce que t'en es, Erwan, alors, sur ta course au MVP, parce que là, tu vas donner ton choix dans quelques instants. Voilà, donc il reste un échantillon de matchs pour savoir si certains peuvent continuer à aller plus haut. Est-ce que Shai peut pas faire un match à 60 ? Il n'a jamais fait pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, il y a un vrai... Il peut pas faire un 30-20-20 encore l'autre, un 30-30-30 ? Il y a un vrai combat de boxe. Non, mais il y a un vrai combat de boxe qui s'opère entre les deux. Ouais. Qui a été direct, on l'a vu dimanche et lundi, qui est indirect, on l'a vu hier soir aussi avec le match de Jokic face à Rudy où il a encore été très bon, mais il a perdu et la performance monumentale de Shai hier à Boston. Je pense que la course, elle est pas finie en fait aujourd'hui. On fait ce débat-là et je pense que toutes les contre-perfs ou surperformances vont valoir quasiment double maintenant. Moi, je vais vous dire un truc pour me décider. Parce que tout est... Même si Jokic a des meilleurs stats individuels, MVP, c'est bon. Moi, je sais que depuis Noël, en fait, dans ma tête, c'est Shai Gilgeous-Alexander, mon MVP, parce que on peut pas mettre de côté une saison historique collective. Donc, si OKC arrive à faire 65-66 victoires, je ne peux pas imaginer qu'une équipe avec un joueur aussi fort au sein de son effectif et avec un bilan aussi historique, je le redis encore une fois, ne puisse pas être MVP. Donc... Là, la différence de victoire entre les deux équipes fait que Shai sera MVP dans ma tête. Pour moi, c'est l'argument massu. Vous voyez, on patauge, on essaie de trouver des arguments et on vous a demandé, comme d'habitude, ce que vous en pensez pour nous aider un petit peu dans ce débat. Il y a Loulou 61 80 51, je sais pas ce que ça veut dire, qui nous dit Jokic dans 10, 15, 20 ans, quand on ira voir les stats et que l'on racontera quel joueur il était, comment on expliquera que lors de sa meilleure saison à l'instant, il n'a pas eu de MVP. Un comble quand t'es triple MVP et pourtant la saison de Shai est affolante. Merci Loulou, tu nous aides pas des masses. Hein. Ouais, mais il se trompe. 50-25, 62, il est pas MVP. 38-18, il n'est pas MVP. Triple-double, il n'est pas MVP. Très bien. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un gars qui a dominé
et qui avait de loin le meilleur bilan. Il y avait 9 équipes quand même à l'époque. Julien Blaudet qui nous dit SJA car il est le meilleur marqueur de la ligue. Bien meilleur défenseur, OKC a un 11 matchs d'avance sur le second de l'Ouest. Hier, ouais. Et il y aura une forme de lassitude chez les votants, malheureusement. Jokic reste le meilleur joueur de la NBA et du monde, mais il est pris pour acquis. Pas faux, notre ami Juju. Et on finit avec Nassim qui nous dit Jokic, arrêtons de minimiser ce que nous voyons. Je mets un peu d'intention, tu sais, comme au cinéma, comédie française, quoi. Un joueur en triple-double de moyenne, et là on parle d'un pivot. Cela n'a aucun sens, il est beaucoup trop seul. Et même comme ça, il joue le haut du classement de la Conf Ouest. Rajoutons à ça la performance all-time, 30-20-20, et le débat est plié. Il ne l'aura pas car 4 titres de MVP pour un joueur étranger redéfinirait trop de choses dans l'histoire de la NBA. Si tu peux me faire toute l'émission comme ça, on rigolerait beaucoup. Hein. Les coups de bâton, tu sais. Ouais. Par contre, bon, c'était un très bon commentaire. Oui, grave. Ne minimisons pas, machin. Eh les gars, vas-y, personne minimise. Arrêtez les mecs. Voilà, qu'est-ce que vous racontez? C'est exactement ce qu'on veut éviter. C'est pas genre Jokic est trop fort, l'autre c'est une pipe et vice versa. On sait qu'on a tendance à tomber là-dedans parce que c'est les émotions et que c'est des joueurs qui nous parlent, donc sur qui on se projette. On aime ces joueurs-là. Mais que l'un ou l'autre, honnêtement, moi j'aurais du mal à dire. Oh, il y a eu un vol. Est-ce qu'on peut lire la déclaration de Jokic qui résume un peu tout? Allez, vas-y, envoie. Tu vas la prendre. Allez, si tu veux, je la prends, Nikola Jokic, pendant que Tom est en train de regarder dans... Ouais, non, ça va venir. Il est en train de faire un serpent sur son Nokia. 8, 7... Regarde, ça c'est mon Tom en galère, ça. C'est ma 3e année consécutive à ce niveau-là, mais je dirais que je joue le meilleur basket de ma vie. Donc si c'est suffisant pour le MVP, c'est suffisant. Si ça ne l'est pas, Shea le mérite, il est vraiment incroyable. C'est exactement la seule chose qu'on puisse dire à la fin. Il est extraordinaire, c'est sa meilleure... Si Shea là, bravo à Shea, on se serre la main et on avance. Et si ça vient de lui, gros. Tu sais quoi, non, en fait, si ça vient de lui, en plus, voilà, très bien. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour finir ce débat, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'irai sur Shea parce que le bilan collectif est une bascule trop importante pour moi. Il n'empêche que c'est pas fini, la course. Denver peut faire un run. OKC peut peut-être perdre des matchs. Peut y avoir des contre-perfs. Peut y avoir des super perfs. Quand Jokic fait 30-20-20, on est tous là. C'est oula, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pas fini. Il reste des matchs. Et c'est ça qui est passionnant avec la NBA. Mais dites-nous dans les commentaires, à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est pas français. Non, juste aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui. Par contre, personne ne va dire, je suis le seul à dire Shea. Lui, il dit rien, moi, je dis Shea. Tu l'as pas dit. J'allais le dire. Si. J'allais le dire. Et lui, j'allais dire Shea aussi. On est 3 là. Moi, pour une seule raison, c'est que Jokic en a 3 déjà. Ouais, mais alors ça, l'usure. Je suis persuadé que ça joue trop en fait dans les. Alors attends. La régularité de Shai, le fait qu'il soit premier de la ligue, bien sûr, tout ça va avec. Mais ils vont se dire au bout d'un moment, attends, le mec. Alors attends, tu réponds pas à la même question. Tu réponds. Qui tu penses? Tu réponds au storytelling. Tu réponds au storytelling de la NBA qui le fait depuis des années. Qui va l'avoir? Ah voilà. Qui va l'avoir? C'est vraiment un échappé celui-là. Mais donc je veux non. Et toi, tu votes qui pour là juste aujourd'hui? Tu votes pour qui? Moi, je vote basketteur. Shea pour la même raison que Jokic en a eu 3. D'accord. Voilà. Très bien. Si je devais être dans le vote des journalistes, je voterais comme ça. Un jour, peut-être, tu auras ta carte et tout. Écoute. On espère. Dites-nous dans les commentaires qui sera votre MVP cette saison. On sait que c'est pas simple. En tout cas, essayez de l'argumenter le plus possible et laissez nos mamans tranquilles, évidemment. Toujours, le bichette. Maman, elle a rien fait. Elle s'en fout de chez Alexander et Jokic. Erwan, j'ai reçu des insultes parce que t'as dit Shai. Bon, merde. J'ai reçu une lettre, tu sais, avec où tu découpes les lettres, là, tu sais, pour catastrophique. Zodiac. Allez, c'est le moment de la palette et on va parler d'un Français, Alex Sarr, qui nous régale et qui pourrait pourquoi pas être rookie de l'année. On espère le voir cet été avec l'équipe de France lors de l'Euro. Pour la première fois, d'ailleurs, ça serait pour lui de le voir en bleu avec les A. Mais avant ça, on le voit sur les parcs NBA. Et c'est plutôt bien ce que nous propose sur sa première saison Alexandre Sarr. Et ça méritait évidemment la palette à Toto. Absolument. En plus, il est dans l'actualité. 13 points et 7 rebonds sur les 8 derniers matchs. Et puis, il a signé avec Decathlon. Donc, un athlète français qui porte des Decathlon en NBA. Ça, c'était peu prévisible il y a quelques années. Donc, tant mieux pour tout le monde. Allez, on y va tout de suite. Il est chez Versace aussi en lunettes au soleil. Hein. Ouais, tu connais. Bon, allez, on y va. On va se regarder 4 actions comme d'hab, comme tous les jeudis, dans la palette d'Alex Sarr. Mais c'est KD ou c'est Alex Sarr? Ça, c'est incroyable. Allez, on y retourne pour voir les qualités athlétiques de notre ami Monsieur Sarr. D'abord, ça part sur un beau airball de Laurent Markkanen qui a joué hier parce que son équipe prend des pénalités s'il ne joue pas parce qu'il n'a absolument rien. Bref, Bob Carrington, son meneur de jeu, va voir son intérieur courir dans l'aile. On en reparlera après. Une bonne passe de relance. Et puis là, on voit surtout Alex Sarr qui est très agressif parce qu'il y a 4 défenseurs face à lui. Il y a surtout un couloir pour attaquer main droite et tout péter dans le cercle. La première chose qu'on va lui montrer, c'est que c'était un intérieur de grande taille, 2,16 m, mais il était surtout ultra délié. Hein. Ça, c'est incroyable. Quand je disais KD, c'est vraiment des dunks à la KD sans blague. Hein. Exactement. Là, on voit clairement, c'est une course de poste 3 dans l'aile tout de suite. La prise de balle, un dribble, aller mettre un dunk avec ses qualités. T'as raison, ça fait très KD, mais c'est toutes les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités.
c'est qu'aujourd'hui, mais c'est normal, c'est qu'un rookie, c'est quel joueur va être Alexandre Sarr. Mais quand on voit ce qu'il est capable de faire comme ça sur un vrai registre de poste d'ailier, Thomas, eh ben forcément, la réponse, elle est pas évidente tout de suite. Ouais, il fait partie de ces jeunes joueurs qui ont tellement de talent, tellement de possibilités que finalement, voilà, bon, il est au bon endroit. Il peut tenter des choses à Washington vu qu'ils n'ont rien à jouer. Et là, on le voit, il est en défense d'un côté, il finit de l'autre en pas décalé. Tu l'as dit, c'est tellement du KD, de la hauteur, de la vitesse. Il est tellement jeune encore. Donc, on a hâte aussi de le voir en équipe de France, clairement. Ça fait vraiment freak athlétique. Hein. Ouais. On en a quelques-uns. Le potentiel est énorme. Non, mais c'en est un de fluke athlétique. Après, quand il y a Victor, forcément, les regards sont là. Ouais, bon, on s'abitue à tout. Non, c'est pas numéro 2 de draft en NBA, c'est pas un athlétique. C'est un mutant. Hein. Absolument. Allez, c'est un mutant. Et ben, on va continuer à se faire kiffer avec notre petit copain là. Allez, vas-y, Alex, régale-nous. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Tu nous proposes une belle petite action de grand, j'ai l'impression. On y retourne au début pour voir comment cette action sur demi-terrain, toujours face au Jazz, va se dérouler. Marcus Smart qui vient d'arriver et qui insulte tous les coéquipiers, il me régale. Un petit end-off là comme ça, donc le pick and roll va pouvoir s'enchaîner. Le bon déplacement clairement d'Alex Sarr qui va rentrer dans la raquette. Il y a une aide qui arrive. Et Alex Sarr, il va faire un truc que j'aime bien. Parce qu'il est jeune, il est patient le mec. Petite passe à terre, et Alex Sarr, plutôt que de monter bêtement, il se retourne et il place ses appuis, où il y a un mismatch et une taille, donc il n'y a pas une passe en plus à faire. Mais surtout, ce petit hook main droite là, avec un petit peu de toucher, je le disais tout à l'heure, hein, un ailier sur la première action, un intérieur sur la deuxième, Thomas. Ouais, clairement, une bonne lecture, tu l'as dit, parce qu'il voit l'aide arriver vite. Et du coup, il prend son temps. Alors, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une passe en tête de raquette? Mais non, finalement, il décide de prendre ses responsabilités. Petit hook comme ça. Si j'ai un petit reproche, il va un peu en arrière. J'aurais aimé qu'il aille un peu plus en avant. Mais ça, c'est des détails aussi. Oui. Qu'on apprend avec l'expérience. Il va gagner en dureté, mais je préfère le voir faire ça avec les petits pas rétro-freins pour pas aller exploser l'aide et prendre passage en force comme on voit 60 000 fois avec des intérieurs. Billes en tête. Voilà. Là, on voit qu'il sent l'aide, il sent qu'il y a un mismatch, il va se retourner sur sa beaucoup sur sa Erwan Amotrette sur sa main droite. Peut-être. Non, même pas. Tu vois, j'étais un ailé qui mettait des gants. Pas toi, des coéquipiers. Mais t'es mégalant aujourd'hui ou quoi? Des coéquipiers. Je suis l'Erwan le plus connu du monde. Arrête pas autrement. Ça vaut quoi ça sur le marché du game? Pas grand chose. La séduction, pas grand chose. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va chercher un hook à lui. Tu dis, il y a une passe à faire. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Il a un petit, il y a une possibilité de passe. Il y a une possibilité. Mais moi, je veux. C'est quand même un mec qui aime le panier. C'est un mec qui va marquer des paniers. Donc là, t'as un mismatch. T'es dans cette zone-là de la raquette. Et gros, un petit hook. Tir et marque. Basta. Allez, troisième action. On n'est pas chez les Celtics, quoi. Ouais. On va chercher des tirs à 3 points. Allez, ah bon? Attends, tu dis ça et pas bim. La troisième action, c'est une action à 3 points, bien sûr, puisqu'Alex Sarr, dans son package, dans sa gamme, eh bien, il tire énormément à 3 points. On suit l'action vite fait avec une petite transition. Là, il joue ce petit end-off, là, encore une fois, avec son coéquipier. Et plutôt que de dive, d'aller dans la raquette, il va jouer le pick and pop. Ça, c'est vraiment l'une de ses armes préférentielles. Regarde la défense. Il est loin, il y a un drop coverage. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la passe au grand Alex Sarr, qui est bien prêt. Ça, c'est les tirs de référence, Erwan. Hein. Quand t'es poste 4, poste 5, qui tire à 3 points, c'est des tirs que tu dois marquer avec grande efficacité. Il l'a en boutique, mais c'est pas encore son meilleur article. On l'a vu, 30,9%, mais il a une bonne gestuelle, il est capable des bons soirs de monter très haut sur des pourcentages. C'est quelque chose qui va réguler, je pense, au fil de sa carrière. C'est une vraie arme. Attention que ça ne devienne pas non plus une faiblesse. Ouais, c'est un petit peu tous les débats avec Alex. Ouais, c'est toujours ça. Est-ce qu'on n'a pas un peu à la manière d'un Victor, peut-être qu'on a reproché qu'il shoot 3 à 3 points. Est-ce qu'on n'a pas envie de le voir un peu plus à l'intérieur, près du cercle, avec sa taille, ses qualités athlétiques? Mais pour aller à l'intérieur, il va falloir que les gens sortent sur lui. Là, tu l'as dit, il est à 30%. En début de carrière, on sait que les jeunes joueurs, parfois, ils sont assez maladroits et on sait que dans les franchises, ça bosse beaucoup. Donc, moi, j'ai pas de doute sur le fait que son pourcentage va monter au fil des années, que ça va devenir un shooter à 3 points très correct. Et en cours de saison, sa mécanique de tir a évolué. Il était un peu plus mécanique. Et là, on sent de la fluidité, tu vois. Donc, rien que dans une saison, et pourtant on le dit c'est moins catapulte. Exactement. Grave. Je sais plus ce que je voulais dire. Je pensais à Mission Acapulco sur M6. Là, je sais pas pourquoi j'y pensais à ça. C'était lourd, ça. C'était lourd, la famille. Générique extraordinaire. J'ai rêvé de le faire. Tu m'étonnes. Bref, mais je sais plus ce que je voulais dire avec des conneries. Allez, vas-y, on va aller en défense alors du coup. Quatrième petite palettasse, parce qu'on a parlé d'attaque et de beaucoup de choses qu'il pouvait faire, mais c'est déjà l'un des meilleurs contreurs de toute la NBA et ça se voit sur cette action. Oui, il y a des athlètes, hein. J'ai des copains francophones de Wizards. On suit donc Alex Sarr, qui est là, comme ça,
en goalkeeper, qui regarde, qui prend la formation, quoi. Bref, il est pivot, en gros. Ça joue le 1 contre 1, ça tient le duel. C'est Kispert, là, qui joue bien en défense. Il y a peut-être une petite passe à faire du coéquipier. Eh oui, il va la faire parce qu'Alex Sarr est un peu dans l'aide, un peu trop dans l'aide, on pourrait peut-être dire. Pourtant, il reste près du cercle et de son adversaire. Il prend le temps, l'action va se dérouler. Regardez, la bonne passe. Et là, c'est qualité athlétique à un moment donné d'Alex Sarr. La détente verticale, l'enchaînement des appuis. L'action continue, rebond offensif pour les Raptors. Et regardez la suite, donc, la petite passe à terre. Oui, voilà, tout le monde est à poil. Hein. Vous connaissez sur les rebonds offensifs, c'est compliqué. Et là, la dissuasion de notre ami Alex Sarr, encore une fois, vitesse de pied. Eh oui, Scream, il est là. Et ça va nous donner donc un contre de son coéquipier. Mais Alex Sarr, dans l'évolution qu'on a envie de le voir, c'est clairement un shooter à 3 points, athlétique, très fort en défense. C'est ce qui lui permettra de jouer pivot à terme. Moi, ce que j'aime bien sur le premier compte, c'est qu'il est capable de faire de l'aider reprendre. Il a tellement d'envergure qu'il peut donner une aide franche en disant « Ok, je te stoppe, il y a mon gars là et je suis capable de recouvrir et de contrer. » Voilà, quand on parle de freak athlétique aussi, on le voit sur des dunks, mais c'est aussi ça être un freak athlétique. C'est être capable de donner une aide franche et en un pas de recouvrir son joueur et d'aller le contrer très haut. Oui, vas-y, pardon. Non, clairement. Après, même si là, l'aide, elle sert à rien puisque son coéquipier n'est pas passé, il se fait un peu endormir baseline. Ok, ton petit Bodo. Non, mais il a la raison, capacité de revenir super vite. Et ce qui est important chez les big men, c'est la faculté à vraiment rebondir au sol rapidement parce que ça va très vite. Lui, il est très haut, très vite. Et là, on le voit sur l'action. Et à terme, moi, j'aimerais que c'est en tout cas qu'il ait pour objectif de faire partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Et ça, on sait que le physique, il a. Après, c'est une mentalité, quoi. On le voit, Bilal le fait très bien. On voit qu'il prend du plaisir, en tout cas, à défendre fort. J'espère qu'Alexandre Sarr aussi, dans les années à venir, prendra du plaisir et ça sera un de ses objectifs. Il a été drafté pour ça. Hein. On se souvient de son profil, c'était un semblant de Victor. Et Victor, c'est d'abord du compte de la dissuasion. Alex Sarr va continuer à progresser, avec un temps de jeu aussi qui va augmenter. Bien naturellement, sûr. Ses stats devraient franchement, moi, je suis très content de sa première saison rookie. Très content, tu t'enflammes, mais c'est cool. Non, moi, je suis très content. Dans les équipes où il n'y a personne qui gagne, là, tu connais. Non, mais je trouve que lui, il joue, quoi. Il joue. Je trouve que lui, dans l'évolution de sa saison, je trouve que c'est de plus en plus consistant. Jusqu'à Noël, je trouvais que c'était quand même, ça partait un petit peu dans tous les sens, qu'il était très dépendant d'une adresse extérieure. Là, je trouve qu'il arrive à faire des matchs consistants. Tu vois, qui est en train de devenir un vrai professionnel de NBA. Est-ce que ça serait pas un de ces joueurs aussi qui est meilleur quand l'équipe tourne bien, quand ça joue bien autour? Non, mais on sait qu'il y a des joueurs qui se régalent plus dans des situations comme ça, où c'est n'importe quoi, voilà, ils vont prendre tous les ballons. Lui, je pense qu'il serait meilleur avec une structure autour où il aurait plus de... À l'heure actuelle, en tout cas, t'as raison, c'est vrai. Donc, de repères. En tout cas, oui, je suis d'accord avec Arwan. Moi, j'ai vu des choses super intéressantes et hâte de voir l'avenir de ce joueur. Il est encore très jeune, on n'oublie pas. Et donc, l'avenir de nos Frenchies en NBA et en équipe de France, parce que tu l'as dit tout à l'heure, j'espère qu'il sera au training camp. Et en fait, il faut qu'il commence à jauger les uns par rapport aux autres assez rapidement, nos petits Français. On fera des émissions évidemment quand la liste va tomber, mais le listing des joueurs intérieurs pour la prépa de l'équipe de France, sachant que Mathias le sort, devrait revenir faire la fin de saison. En fait, c'est Hunger Game le truc. Hein. Ouais. En attendant, la nouvelle autour de Victor, s'il peut reprendre le basket. Bon, on verra. Bref, les échos sont pas ouf. Qui sera MVP? On sait pas. Qui va gagner le quiz? On sait toujours pas. J'espère que ça sera moi. Ça fait longtemps, j'en ai marre. Nicolas Jokic. Oh, Michel Platini. Alors j'y reste. Ah, voilà, ça va beaucoup plus, ça y est. Ça va beaucoup plus. Allez, le quiz, on va se régaler pour finir. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit quiz dit qui sera le vrai MVP cette saison. Et il y a Thomas Larokis qui est là, et en ce moment c'est lui. C'est qui ton MVP là? Tu as participé un peu au débat. Thomas Larokis, c'est je pense MIP. Thomas est MVP sur la saison pour l'instant. Ah, des quiz? Oui. Ah ouais, je prends un peu une bière. Ah, tu veux savoir? Moi j'étais premier degré dans ma question. Tu veux savoir qui est mon MVP? Ouais. Bah tiens, j'ai une vidéo normalement qui va vous aider à choisir. Nikola Jokic, MVP from Serbia, Nikola Jokic, yeah! Yeah, Nikola Jokic. Qu'est-ce que c'est que ça? Belle prod, beau montage. On le connaît, ça c'est dans le Beaujolais, j'en connais tout de suite. On a vu ça en régie juste avant le match. Exceptionnel personnage. Donc voilà, moi c'est Nikola Jokic, évidemment. On part sur ça va pas bien, Gérard Darmon, faut... Il est dans le dur. Écoute, on part sur une petite énumération pour commencer, les gars. On parle de MVP. Depuis 2010, j'ai tous les gars qui ont fait au moins un podium MVP. Très bien. Ok. Pas mal. Thomas Larokis, tu as l'honneur de commencer. Au moins un podium. Durant. Évidemment, il l'a fait 4 fois. Curry. Steph Curry l'a fait 3 fois. Westbrook, bien sûr. Harden. Il a gagné. Harden, bien sûr. Il a LeBron. gagné. LeBron, évidemment. Jokic, Jokic, bien sûr, il a gagné. Doncic.
Bien sûr. Yanis. Et Yanis, 4 fois. Embiid, on l'a dit. Joel Embiid, on l'avait pas dit encore 3 fois. Alors, Anthony Davis. Anthony Davis, Ouais, aïe aïe aïe, Ah, je j'ai ne un l'ai doute. pas. Pas grave, tranquille. Bavure ou Je suis là pour le qui suis-je, moi. Bon, non, pas bavure éliminée. Donne du crédit un peu. Tu veux une bavure? C'est vrai ton pote? Non, pas du tout, pas du tout. Ah ouais? Depuis 2010, est-ce que... Ça se complique là un peu. Oui, il vous en reste, j'en ai encore 8 sous les yeux. Ah, Pas pas même. mal. Dont des mecs qui ont gagné, n'oubliez jamais. Hein. Attends, mais qui on a oublié qui a gagné? Kawhi. Depuis 2010 par Non, exemple. mais gros, Kawhi Leonard, c'est bon. J'avais une bavure. gros. Kawhi, Deuxième. Mais quoi? Mais t'es il y a sérieux pas là? y a pas de gros bavure. Frère, tu fais quoi depuis tout à l'heure là? Ouais, super. Pas de bavure. Kawhi, c'était bon. c'était bon. C'est qui le MVP? Attends, il reste qui? On n'a pas vécu. Je vais dire Paul George. Oui. Paul George, bien Avec sûr. OKC. Chris Paul? Chris Paul est là en 2012. Je vais tenter un truc. Je crois que Jalen Brunson, il fait un podium. Non, Shit. allez, hop, Bah, éliminé. l'année dernière, non? Est-ce que Ils Kobe sont en deuxième. 2010, il est pas sur le podium? Kobe en 2010 Allez, l'est. gagné. Bravo. Et puis Derrick Rose vu qu'il gagne Derrick aussi. Rose. Ah oui, C'était 2011, ah ouais. Ok, Blake bah oui. Griffin, Dwight Howard en 2011 et Ouais. Carmelo Anthony en 2013 aussi. j'avais. Non, ça c'est faux. Je rigole. Ah. C'est l'année où il lui donne un titre, tu viens, c'est pour que LeBron soit MVP unanime et il y a le journaliste de New York qui Il donne à donne Carmelo. Ça a il fait donne grave une- parler ça. Bref. On peut déjà aller dans le qui suis-je, Allez. messieurs. Encore un qui suis-je dans la liste de Stephen Brun qu'on remercie évidemment. Ouais. Ouais. Je suis né le 20 mai 1970. Oh, je suis un vieux, hein. J'ai 54 ans et j'ai quitté les parquets NBA à l'issue de la saison 2001-2002 sans jamais avoir gagné de titre collectif, du moins. Mais, commençons par le commencement. Je passe par la fac d'Oregon à Poitiers. 2 saisons de 89 à 91. Lors de ma deuxième saison, je tourne à 26 points, 5 passes et 2 interceptions de moyenne. Je suis élu Pac-10 Player of the Year et je deviens le premier joueur de l'histoire d'Oregon à partir en NBA sans terminer mon cursus. Rien que ça. Je me présente à la draft 91 et je suis appelé en 11e position dans une franchise à l'Est. Là-bas, je côtoie notamment Steve Kerr. D'ailleurs, je joue sur le même poste que lui. On est tous les deux backup. Lors de ma saison rookie, je joue 20 minutes de moyenne pour 7 points et 4 passes. Steve Kerr. Je joue aussi déjà mes playoffs. 3 tours de passé lors de ma saison rookie et une finale de conf contre Chicago. Wow. Sur le run, je joue 13 minutes de moyenne. Je resterai 6 saisons dans la franchise qui m'a drafté. Je progresserai d'année en année jusqu'à rentrer dans le 5 et même devenir All-Star. Que dis-je? Double All-Star. What? Lors de la saison 95-96, je prends même quelques voix dans la course au MVP. Je terminerai 16e. Et alors? Ah ouais. Je suis le meilleur scoreur de mon équipe, le meilleur passeur et le meilleur intercepteur. Rien que ça. Ron Harper? Mais il est temps pour moi de quitter l'Ohio pour une autre équipe à l'Est. C'est Mark Price quand même. Je dis ça parce que Craig Hello, je dis n'importe quoi. Pour une autre N'importe équipe à quoi. l'Est. À l'été 97, après Cleveland, je suis tradé à Milwaukee dans un trade à 3 pour amener Sean Kemp à Cleveland. Mais attends, c'est qui ça? Vin Baker? Non. Non, mais attends. Et les blessures vont m'éloigner des parquets. Attends, reviens. Terrell Brandon, c'est pas lui là? Terrell Brandon, bien sûr, ça paraît ici. Terrell Brandon qui arrive à Milwaukee. Et encore une Si victoire. même je trouve pas Terrell Brandon, bah, mais là, voilà, en fait, mon C'est clairement le mais- jour d'Erwan. je vous l'annonce, je fais plus de quiz. Voilà. Ouais, je comprends. Ah, j'ai pas Terrell Brandon. Franchement, depuis tout à l'heure, je me dis, c'est pas lui parce que tu l'aurais eu direct. Avant Minnesota, ouais. Aïe, 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 bah, tant Erwan. pis, tant Je suis pis. triste vraiment pour toi. Non, faut pas, on s'en bat les couilles, je vais me bourrer la gueule. Allez, Rendez-vous dimanche quand même, hein. On vous fera la fessée de l'année, on va vous détruire. Bande de vieilles olympiens là. j'espère pour toi qu'on gagne parce que je pense que sinon je vais déterrer toute ton arbre généalogique. Je te préviens, voilà, je le préviens. Erwan, On se retrouve tu sais que ce lundi, n'est pas possible. Big Monday. C'est fini, on ça. se retrouve lundi, Big Monday pour des choses bien plus sympas. J'ai pas eu Terrell Brandon, Jeudi, il va se faire terrible. détruire. Kata. On se retrouve lundi pour le Big Monday, 20h, 22h la libre antenne, 22h minuit, le match entre les Cavs et les Spurs, un duel Kawhi Leonard, LeBron James. Et Terrell Brandon. Mais la Cleveland. la vedette sera volée par Kyrie Irving, on vous en dit pas plus. Alors on vous embrasse, on se retrouve lundi pour le Big Monday. Ciao, ciao.